Bonjour tout le monde. Nous allons commencer la présentation concernant la nouvelle version d'OpenCL 14. J'espère que tout le monde est bien connecté et nous entend. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur le chat. Comme je l'indique, je l'ai déjà indiqué dans le chat et je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire la présentation d'un trade et prendrons les questions dans le chat au fur et à mesure et on répondra tout à la fin. Et il y a une séance de questions-réponses qui est prévue. Donc, à l'ordre du jour, la présentation de la version 14. Vous voyez en caméra. C'est la présentation sur les écrans. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous nous voyez sur la caméra. Aujourd'hui, vous allez voir effectivement un certain nombre d'interlocuteurs vous faire les présentations et les démonstrations. Moi-même, je suis Emmanuel Pierre. Je suis le responsable produit d'OpenCL. Je suis accompagné à ma gauche de Stéphane Chambrin, qui est VP Product, Jean-Charles Fabry à l'opposé, qui est Product Owner, et Sophia Drissi, elle aussi Product Owner chez OpenCL. Donc, nous sommes l'équipe en charge de définir le produit et c'est nous qui allons vous présenter aujourd'hui cette nouvelle version 14. La présentation est en anglais sur les slides, mais nous vous présenterons tout ça en français, évidemment. Donc, au menu aujourd'hui, qui nous sommes, une petite présentation d'OpenCL, les sujets sur lesquels on travaille, la version 14 et quelques démos, et une séance de questions-réponses à la fin. Donc, petit rappel d'OpenCL pour ceux qui connaissent plus ou moins, ou qui ne connaissent pas, ou qui nous connaissent. Voilà. Le périmètre d'intervention d'OpenCL, c'est la partie, ce qu'on appelle code to cash, donc du devis à l'encaissement, pour faciliter la transformation du modèle d'entreprise qui veut faire de l'usage et de l'usage récurrent. C'est assez simple à dire, c'est tout ce qui est une facturation où on entretient une relation avec le client un peu plus que j'achète ma baguette tous les jours ou j'achète une fois de temps en temps quelque chose. Donc, c'est vraiment une relation très proche que doit avoir l'entreprise avec son client ou avec sa clientèle. Et c'est sur cet aspect-là qu'OpenCL vous aide à résoudre toutes ces problématiques techniques de facturation, qu'elles soient simples ou complexes. Donc, toujours 3 axes pour nous, comme nous l'avions présenté lors de la lancement de la version 13. Un axe agilité, un axe simplicité et un axe puissance. Donc, puissance dans tout ce que peut faire la plateforme et tout ce que ça peut vous apporter. Petit rappel un petit peu de ce qu'est le code to cash. Donc, le code to cash, c'est la commande, donc le devis, comment je fais un devis, les règles, les négociations, les remises, donc tout ça basé sur le catalogue. L'order, donc la commande que fait le client. Le client est d'accord sur le devis et il va passer une commande. Nous recevons la commande aussi dans le système, soit on la génère, soit on la reçoit. Ça devient un abonnement. L'abonnement va donner lieu à une facturation à l'usage, facturation récurrente. Donc tout ça, c'est le système OpenCL qui va le processer aussi. Régulièrement, nous allons faire des périodes de facturation, des cycles de facturation. Donc facturation immédiate, facturation mensuelle, puis bimensuelle, trimestrielle, annuelle, facturation exceptionnelle. Donc tous ces mécanismes-là sont fournis par OpenCL. Et donc suite à ça, nous allons gérer toutes les écritures comptables, donc tout ce qui va être en avance, tout ce qui va être lié aussi au poste client. Et derrière, évidemment, avec l'émission de la facture, on va avoir tout ce qui va être le paiement et aussi le recouvrement de la dette, si dette il y a. Donc, à travers tous ces mécanismes-là, donc d'automatisation. Et en plus de ça, une capacité de faire de gestion d'enregistrement, donc d'enregistrement d'éléments financiers, éléments d'activité, et de reporting, qui va permettre aux opérateurs ou aux gens qui ont besoin de savoir comment la facturation se passe, facturation en cours, dette client, en fait tout ce qui vit finalement dans OpenCL à travers des systèmes de reporting. Un petit mot, j'attends que ça arrive à l'écran, dans les nouveautés. Voilà, mon écran étant un peu plus lent dans la salle que vous.
Une petite annonce. Donc aujourd'hui va partir une communication. Il y a eu de la part d'un analyste qui s'appelle Enshare Research, qui est très spécialisé dans le domaine de tout ce qui va être facturation. Ce qu'ils appellent un use case note, c'est-à-dire un document qui présente l'activité d'OpenCell vue par eux. Donc là, ce document fait 3 pages. Il va y avoir donc il sera téléchargeable aujourd'hui sur le site OpenCell. Qui présente OpenCell, donc en fait, quelle clientèle on adresse, quelle complexité on adresse, quelle zone commerciale on couvre aujourd'hui, voilà, on voit un petit peu voilà, on voit des différents compteurs, différents radars, la population cible. Donc ça, et les verticaux aussi, puisque OpenCell aujourd'hui a plusieurs verticaux, utilities énergie, télécommunications et tout ce qui va être service B2B. Donc ça, c'est vraiment des choses que, voilà, la vision des analystes sur OpenCell, un petit peu la fiche d'identité d'OpenCell à travers le prisme des analystes. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner un petit peu aussi une petite nouveauté toute fraîche. Voilà. Et puis aujourd'hui et demain, qu'est-ce qu'OpenCell, qu'est-ce que veut faire OpenCell? Donc nous, on a un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille, où on a travaillé. Voilà. Aujourd'hui, on vous parlait lors de lancement de la V13 d'un nouveau portail de documentation. Donc le portail a été maintenant lancé il y a 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois? Donc, non seulement le nouvel outil de publication de documentation a été lancé, mais il y a eu un énorme travail qui a été fait de mise à jour de ce portail. Il y a, vous voyez, alors les chiffres sont précis évidemment, mais 90 nouveaux articles en gros, 182 mises à jour. On compte le portail de documentation que vous voyez là aujourd'hui, je crois qu'il compte quelque chose comme plus de 300 pages. Il y a quand même eu une très forte mise à jour de la documentation. Et ça a été une demande, voilà, on fait des différents événements. On avait fait des différents focus. On avait fait un sur les transports. On en a fait un aussi pour nos amis intégrateurs. Et était remontée l'idée de dire, ces documentations, c'est très bien, mais on aimerait bien savoir ce qui change. Donc, on a une page qui s'appelle Recently Updated Page, donc, où vous allez trouver par module, finalement, toutes les pages qui ont été mises à jour ou qui ont été créées. Donc, vous pouvez vous retrouver comme ça, trouver très rapidement, par exemple, entre 13 et 14, quelles sont les nouvelles pages. Voilà, en plus du versionning. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on tenait à vous partager parce que voilà, il y a un travail important et on fait vraiment notre maximum pour vous aider effectivement à trouver la documentation et à tenir cette documentation à jour. Voilà. Donc OpenCell, sur quoi on travaille. Donc pas encore sur quoi on travaille. Donc un petit rappel aussi, OpenCell, on a aussi un Customer Success qui va vous aider sur les aspects support, à travers la maintenance, toutes les questions que vous pouvez avoir, comment ça fonctionne, leur remontée des bugs, les demandes d'évolution. Le support OpenCell qui est là aussi pour vous. L'OpenCell Academy on vous avait annoncé le lancement effectivement de nouvelles formations sur OpenCell. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est présenté à nos différents partenaires, c'est présenté à nos différents clients. Donc aujourd'hui est lancé des cycles de formation, différents cycles de formation suivant les populations avec et une formation certifiante. Donc ça, vous pouvez vous rapprocher de vos contacts habituels sur OpenCell si cela vous intéresse. Et dernier point, comme toujours, on a du professional services, donc des consultants qui peuvent vous accompagner en expertise, en consulting, en architecture et en aide pour l'implémentation. Voilà. Et puis, j'attends que ça apparaisse à l'écran. Voilà, ça apparaît. Voilà, j'allais un petit peu trop vite dans mon slide précédent. On a, et puis 3 projets un petit peu en focus sur lesquels on travaille aujourd'hui. Certains dont je vous avais déjà parlé, donc je vais vous donner quelques nouvelles et puis des nouveaux. Voilà, aujourd'hui, on va travailler sur un plan pour l'accessibilité du portail, ce qu'on appelle le portail rouge, le portail OpenCell, celui dans lequel on va vous faire des démonstrations tout à l'heure. On a pour obtenir un grade AA sur l'accessibilité. Aujourd'hui, on a eu effectivement des remontées sur des problématiques de couleurs, voilà, tout ce qui va être l'accessibilité qui est important aujourd'hui pour tous les utilisateurs et
et le nombre d'utilisateurs de ce portail augmente, donc c'est important aussi qu'il soit accessible par toute la population et un maximum de la population et dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, on a vraiment une volonté de le faire évoluer dans les futures versions pour avoir des composants, des éléments visuels qui puissent être accessibles au plus grand nombre de personnes, donc avec les différents outils de lecture vocale, pour tout ce qui va être déficience visuelle, donc daltonisme, toutes ces problématiques de couleurs. Donc ça, c'est un plan qu'on lance qui va se dérouler certainement sur les prochaines versions moins, et si ce n'est la suivante aussi. Donc arriver à repasser sur tous les écrans et tous les composants pour s'assurer que ce soit accessible au maximum de gens. L'autre sujet sur lequel vous en avez un petit peu parlé, donc la facturation électronique. Donc il y a tout un sujet qui arrive en France avec les obligations de transmission de documents ou de documents qui soient structurés pour être envoyés directement dans le cadre des lois qui vont arriver de transmission de factures électroniques, pas seulement ce qu'on appelle en business to government, pas seulement vers les institutions, mais maintenant vers toutes les entreprises, et ça commence en 2024 par les grandes entreprises. Donc aujourd'hui, on va vous fournir tous les éléments qui vont vous permettre de rentrer dans des modèles de facture qui vont être directement utilisables dans ces contextes-là. Donc ça, c'est un travail qui a commencé. Donc là, on vous présente la 14.0, mais on peut vous dire que la 14.1 et la 14.2 et la 15, vous aurez des éléments tangibles là-dessus, puisque les développements sont déjà en cours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réinvente pas la roue. On aligne la roue quelque part, on réaligne la roue avec des codes, des éléments qui vont vous servir pour la facturation électronique et pour pouvoir envoyer ces documents sur des systèmes automatisés de traitement. Voilà. Donc ça, c'est des éléments pratiques sur lesquels on travaille. Aussi, bonne nouvelle pour nos amis intégrateurs, on travaille sur un format de template standard qui sera effectivement aussi compliant sur la facturation électronique, qui sera mis à disposition et qui permettra de démarrer plus rapidement les projets. Donc c'est un template de facturation B2B. Donc évidemment, on part du format le plus compliqué qui vous permettra effectivement après de personnaliser ça beaucoup plus facilement dans le cadre de nouveaux projets. Et le dernier sujet dont vous avez déjà parlé, donc la reconnaissance des revenus. Donc c'est un projet qui est toujours en cours, donc sur lequel on est en train de travailler en ce moment aussi. Donc là, vous l'aurez pas encore sur la 14, de retravailler ces mécanismes-là. Donc c'est en cours, ce sera des choses qu'on va commencer qu'on vous présentera, je pense, dans la prochaine version pour la 15. Voilà. Tout ça, c'est toujours des fils rouges, c'est des sujets. Vous voyez là des nouveaux sujets, des sujets dont on vous a parlé, et c'est des choses qui vont commencer à arriver, mais ce n'est pas encore cette version. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet du jour, OpenCell, la version 14. Donc, quelles sont les nouveautés de la version 14? Alors, vous l'avez vu dans l'invitation, donc là, je vais vous présenter quelques nouveaux use cases de cette version 14. C'est une version orientée sur tout ce qui va être facilitation de toute la gestion de la facturation. On n'est pas sur... il y a plein de sujets, mais les sujets particuliers qu'on va vous présenter aujourd'hui sont autour de la gestion de règles pour faciliter les cycles de facturation. Typiquement, définir des règles pour les cycles de facturation. Est-ce que la problématique aujourd'hui du client, c'est je lance un cycle de facturation, je m'aperçois pendant les contrôles qu'il y a un problème et je suis obligé d'arrêter tout le cycle. Donc, comme j'arrête tout le cycle, ça veut dire que je vais potentiellement décaler l'envoi de la facture et donc je vais potentiellement décaler l'arrivée de l'argent. Voilà. L'idée d'OpenCell dans cette évolution autour des règles de facturation, c'est de permettre de dire je peux lancer mon cycle de facturation, il va avoir lieu, certaines factures qui ont été mises automatiquement parce qu'elles répondent à un certain nombre de contrôles où je considère qu'il n'y a pas de risque, et ceux que je considère être un risque, je peux définir un risque d'avertissement, donc en disant j'ai émis la facture, il faut absolument quand même que je regarde, ou je peux bloquer certaines factures automatiquement et laisser ça à la validation d'un opérateur. Donc l'idée étant de pouvoir faire en sorte que le cycle de facturation, si certains critères sont
je le répète, hein, sont bien confirmés, puissent avoir lieu sans bloquer toute la facturation parce qu'il y a quelques écarts, quelques factures avec des montants entre guillemets inhabituels, qui au-delà d'un certain seuil, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans un système de règles. Vous allez définir des critères. Typiquement, une entreprise, un abonnement de moins de 30 jours, j'ai envie de les contrôler tous systématiquement, par exemple. Est-ce que je veux savoir un peu à qui j'ai affaire, est-ce qu'ils ont beaucoup consommé ou pas. Une facture où j'ai un montant au-delà d'un certain niveau, si je veux que ce soit un contrôle systématique manuel parce que je ne veux pas d'erreur derrière. Voilà. Donc typiquement, ce genre de choses qui vont faire en sorte que vous pourrez limiter ou faciliter le contrôle facturation et sans retarder la gestion des cash flows. Ça, on vous présentera tout ça en démonstration. On va vous proposer aussi une démonstration plus tard de 2 sujets. Aujourd'hui, voilà, donc depuis quelques années, effectivement, on a connu le Covid, des problématiques d'entreprises qui ont du mal à se financer. Donc, comme elles ont du mal à se financer, elles ont du mal à payer leurs factures. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a eu énormément de demandes autour du gestion du risque client. Donc, le risque client, c'est typiquement pour mon entreprise, elle croît très vite. Je récupère, j'ai accès à plein de nouveaux clients, mais ces clients, je ne sais pas si ce sont des bons clients ou pas. Et suivant les offres qu'ils prennent, peut-être que j'encours un risque, peut-être qu'il y a un risque plus important qu'un autre. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses que la finance définit. Typiquement, aujourd'hui, dans OpenSell, on va proposer 2 mécanismes. 2 nouveaux mécanismes. Le premier, ça va être le paiement d'avance. Donc, on va vous présenter un peu plus loin le scénario. Donc, je demande un paiement d'avance avant même de fournir le service. Donc, c'est important. Donc, on pourrait conditionner la mise à disposition du service au fait que le client ait fourni une avance. Alors, ça, c'est dans des cas où, typiquement, j'ai un nouveau client donc une souscription de moins de 30 jours, par exemple. On pourrait dire que pour éviter le risque, je sais que j'ai beaucoup de risques sur les nouveaux clients, on pourrait demander à un nouveau client de prépayer un certain montant qu'on estime être une facture moyenne. Voilà, un use case assez classique. Deuxième mécanisme qu'on propose, c'est le dépôt de garantie. Dépôt de garantie, c'est j'ai un montant que le client doit payer, là aussi. Il paye d'abord et après accès à un objet. Ça peut être un objet physique, ça peut être un service, ça peut être un montant que l'on met entre guillemets sous séquestre, c'est le cas de le dire, jusqu'à ce qu'un événement fasse qu'on le libère. Donc ça, on vous présentera tout ça un petit peu plus loin. Et c'est aussi une autre façon de gérer un risque client. Et troisième fonctionnalité qu'on voulait vous présenter aussi, c'est une évolution assez importante d'OpenSell aujourd'hui, c'est-à-dire faciliter la gestion de ce qu'on appelle le multi-devise et le multitax, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, ouvrir finalement OpenSell au-delà des frontières. Donc en Europe, on a de la chance puisqu'aujourd'hui, pour beaucoup de pays, on connaît l'euro, on a une gestion entre guillemets de devises relativement simple, devises et de taxes, on sait à peu près pour un pays quelle est la devise, on sait que la devise c'est l'euro, on sait quelles sont les taxes. Mais évidemment, un certain nombre de nos clients sont en croissance et vont avoir affaire à faire, dans le bon sens, à des clients qui se retrouvent en dehors de l'Europe, dans d'autres devises. Donc, vont vouloir maîtriser les devises dans lesquelles ils vont vouloir facturer, vont vouloir aussi gérer les systèmes de taxes étrangers avec toute leur complexité. Sur certains pays, et je crois qu'un des pays les plus intéressants de ce point de vue-là au niveau international, c'est les États-Unis. Les États-Unis, les taxes peuvent être fédérales, régionales, voire même au niveau de la ville. Donc, on peut avoir comme ça un enchaînement de taxes qu'on ne connaît pas en Europe, ou beaucoup moins, puisqu'en Europe, on peut avoir des taxes sur la taxe. Ça reste assez marginal. Aux États-Unis, tout ce qui va être sales tax, donc les taxes autour de la vente,
vont être quand même très, très présentes. Donc aujourd'hui, OpenCell, avec la version 14, vous permet de gérer la facturation en multi-devise et aussi en multitaxe. Voilà. Donc ça, c'est quelques-unes des grandes nouveautés. Et j'attends que le prochain slide apparaisse. J'espère que ce sera le cas pour tout le monde. Voilà. Donc OpenCell, ce n'est pas que ces 3 points que je vous mets en avant, mais c'est plus d'une trentaine de nouvelles fonctionnalités. Le code couleur ici, en rouge, les nouveautés, en orange, c'est les améliorations. Donc on va avoir comme ça une trentaine de nouvelles fonctionnalités. Donc on va avoir, vous avez pu voir, on a voilà, donc pour en donner quelques-uns, on a des possibilités d'import en masse de clients et de souscriptions depuis le portail. On a des améliorations sur tout ce qui va être clôture de période comptable ou de clôture annuelle, pouvoir lancer des rapports depuis le portail et de pouvoir télécharger directement depuis après avoir lancé le rapport. Qu'est-ce que je peux vous donner comme ça comme exemple? Des améliorations sur les open orders. Donc la dernière fois, je vous avais présenté les open orders. Voilà, aujourd'hui, on est quasiment une version plus loin avec encore des améliorations. Permettre effectivement dans la partie quotes et orders tout ce qui va être la multi-instanciation d'un produit, qui étaient des choses qu'on nous a demandé beaucoup, et puis pas mal d'améliorations sur les contrats, les imports-exports de catalogues XML, des API. Voilà, je ne liste qu'un petit sous-ensemble, mais il y a quand même énormément de choses qui ont été rajoutées. On a aussi étendu beaucoup tous les objets qui peuvent être mis sur des stockages S3. Pareil, beaucoup de demandes de la part des clients. Et vous avez maintenant aussi quelque chose déjà, je vous en avais parlé la dernière fois, sur la gestion des rôles et des utilisateurs. Donc il y a eu pas mal d'améliorations au niveau du portail sur quel profil a droit d'accéder à quoi. Donc c'est tout un travail de fond qui est en cours. Et on n'est pas encore à un niveau très granulaire, ce sera pour la prochaine version, mais vous avez déjà beaucoup plus de liberté dans la gestion du portail aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était entre guillemets la présentation assez générale, j'ai envie de dire. Évidemment, quand on parle d'une nouvelle version, on a envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc maintenant, ça va être la deuxième partie de cette présentation. Voilà, donc là, à partir de maintenant, on va essayer de vous faire une présentation en vous présentant un peu les différentes personas. Donc là, c'est la première introduction qu'on va vous faire des différents types de personas utilisatrices du système. Donc lors des précédents webinars, on vous présentait un peu plus les fonctionnalités sans vraiment positionner qui fait quoi dans l'entreprise avec OpenCell. Aujourd'hui, voilà, on vous présente un petit peu une première analyse. Ça peut encore un petit peu évoluer. Finalement, qui sont les personas, c'est-à-dire qui utilise le système OpenCell et pourquoi faire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très en lien finalement avec les petites icônes que vous trouvez à gauche sur le portail. C'est-à-dire le portail, c'est ce que vous voyez, la petite image qu'on voit au milieu. Et on va vous présenter la société un peu plus loin, toute la société OpenSoft. Donc c'est un peu notre société de démonstration. Voilà, donc dans OpenSoft, j'ai un certain nombre de gens qui vont utiliser OpenCell. Donc voilà, très classiquement, on va trouver un premier personnage qui va être le marketing, qui va définir des offres, qui va modifier les offres, les prix, créer des discounts, créer des événements, gérer les textes qui apparaissent, gérer la présentation de la facture. Ça, typiquement, c'est le persona marketing qui va utiliser OpenCell. Premier persona. Le deuxième, c'est simplement, on fait du quote to cash. Donc, quote, c'est qui dit quote, dit devis. Donc, devis, c'est le commercial. Donc là, on est sur du commercial qui va faire du devis sur ordinateur, sur tablette, et qui va vendre au client. Donc, pour vendre, il va faire des devis, il va négocier avec le client le devis, il va configurer les différents produits du client, les quantités, négocier avec lui le prix, négocier les remises,
jusqu'à ce que le client accepte le contrat qu'il lui propose, et ce contrat va se transformer en abonnement. Voilà, donc ça, c'est la partie vente. Troisième persona, ça va être le support. Le support va être tout ce qui va être appel entrant sur j'ai des questions, je voudrais savoir comment je peux faire ça, je voudrais savoir, j'ai une question sur ma facture, j'ai une question sur mes usages, j'ai une question sur mes abonnements. Voilà, donc tout ce qui va être appel entrant, toutes les demandes de support que va recevoir l'entreprise. Quatrième persona, tout en bas à droite, ce qu'on appelle opération. Ça, c'est un persona un petit peu plus open cell quelque part. C'est quelqu'un qui va gérer finalement le système. Donc, son rôle, c'est de dire ce qui va gérer le quotidien. Donc, le quotidien, c'est si j'ai de l'usage, je vérifie que j'ai bien su les usages, que les usages sont bien rentrés dans OpenCell, ils ont bien été traités, ils ont bien été chargés, il n'y a pas de rejet. Il va gérer les cycles de facturation, s'assurer que les cycles se sont bien passés. Il va s'assurer que s'il doit y a des exports qui se font vers d'autres systèmes, ça se passe bien. Voilà. Donc c'est celui qui est les opérations, c'est celui finalement qui va être garant que tout le process de facturation, tout le process de paiement, tout fonctionne bien et que tous les autres acteurs puissent se reposer sur lui à travers OpenCell. Et le dernier persona en haut à droite, c'est la finance, tout ce qui va être l'administration des ventes, souvent rattaché à la finance ou au service client, ça dépend. Ça va être aussi tout ce qui va être le suivi de la dette client, le suivi des clients, donc la dette client, donc les clients qui n'ont pas payé, donc tous les clients qui vont être en recouvrement, le suivi de la balance âgée, le suivi des écritures comptables, les clôtures de période, voilà, donc tout ce qui va être plus sur la partie AR Finance, voilà, tout ce qui va être le poste client. Voilà, donc ça c'était pour vous introduire un petit peu ces nouveaux personas, en tout cas pour nous dans la présentation que vous allez retrouver sur les slides suivants. Voilà, donc là on va vous faire, comme vous l'avez reçu dans l'invitation, et je vous ai un petit peu présenté tout à l'heure, voilà, 3 scénarios. Contrôle de facturation, le risque financier client et la facturation en devises et taxes étrangères. Et à travers des petits scénarios, effectivement, on va retrouver nos petites personas. Là donc, la première démo va porter donc sur l'automatisation des contrôles de facturation. C'est des outils que nous avons mis en place dans cette V14 pour faciliter le travail du contrôle de facturation. Il y avait déjà des choses qui existaient avant, mais c'était purement du script, donc ça a demandé un peu plus de, on va dire, de puissance informatique. Et là, on a essayé de rendre ça beaucoup plus facile à utiliser, même par des gens qui ne sont pas informaticiens. Donc ici, on parle de la définition des règles de facturation. Ces règles de contrôle de facturation, elles sont définies par en général la finance, le contrôle de gestion, qui veut pouvoir évaluer le risque par rapport à certaines caractéristiques des factures. Ensuite, une fois qu'on aura défini ces règles, on va facturer nos clients à travers un run de facturation. Ça va générer les factures. Ces factures vont passer par les mécanismes automatiques de validation. Et finalement, on ira voir les factures qui ont été rejetées, qui ont été validées, etc., pour pouvoir continuer notre run de facturation dans de bonnes conditions. Ça, c'est le plan un petit peu de ce qu'on va faire. C'est exactement ce que je viens de dire. On définit les règles, on facture, ensuite on va regarder ce qui se passe. Je te laisse la main pour la démonstration. Oui. Je prends la main. Tout va bien. Ouais. Donc, voilà. Donc, je me connecte sur le portail.
Là, on va dire que j'ai plutôt le rôle du contrôle de gestion, où je vais paramétrer mes règles de contrôle de facturation. Je me connecte avec mon utilisateur en SSO. J'arrive sur le portail OpenCell et pour paramétrer les règles de facturation, de contrôle de facturation, je vais aller sur l'application Opération. Dans le menu règles de facturation, règles de validation, je peux me mettre en français, oui, c'est vrai, car nous avons une interface bilingue. Donc, les règles de facturation, elles sont définies par type de facture. Ici, on va prendre les factures standards, donc factures commerciales. On va arriver sur cet écran qui permet de paramétrer les règles. Ici, j'ai préparamétré les deux règles que je vais vous démontrer. On peut une règle qui va rejeter toutes les factures dont un montant supérieur à 15 000 et les règles qui vont rejeter les clients qui sont des nouveaux clients. Marquer ces factures parce que justement, on veut vérifier que ce nouveau client est correctement facturé. Et pourquoi vérifier que les factures ont bien un montant hors taxe inférieur à 15 000? C'est parce que, considérant les services que l'on vend, on ne devrait pas avoir des factures supérieures à 15 000 €. Ces règles, elles sont de deux types. On peut avoir des scripts et des EL. Les EL, c'est pour quand on a un besoin très précis, qu'on veut implémenter précisément. Et donc, les scripts, si vous connaissez déjà OpenCell, donc ce sont des petits bouts de code qui peuvent être ajoutés et qui vous permettent de tester ce que vous voulez. Nous, en standard, on vous propose un certain nombre de scripts, on en a 6, notamment un qui va vérifier le montant de la facture, et un autre qui va vérifier la catégorie client, un autre qui vont vérifier le montant facturé par offre sur la facture, etc., etc. On en a quelques-uns comme ça. On sera probablement amené à en rajouter d'autres. Et ces scripts donc, sont paramétrables. Donc on a des champs de paramétrage. Notamment, est-ce qu'on veut tester le montant hors taxe ou le montant TTC? Est-ce qu'on veut que le montant de la facture soit inférieur, supérieur, égal à un certain montant? De la même façon, ici, je teste la crédit de catégorie, qui est donc on va dire le crédit du client. Une sorte de note de confiance, en quelque sorte. Et là, on a une liste de catégories interdites. Et j'ai dit que la catégorie nouveau customer sera à contrôler dans ce run de facturation. Donc voilà, j'ai préparé mes règles. J'ai au préalable injecté des usages sur mes clients. Et donc, je vais pouvoir procéder à la facturation. Pour facturer mes clients, je vais toujours dans le... Et cette fois-ci, alors je ne suis plus la persona finance, je suis le persona opération. Je vais aller toujours dans le module opération, dans le menu cycle de facturation. Je suis ici. Je vais démarrer un nouveau run de facturation cyclique. C'est ceux qui interviennent tous les mois de façon récurrente. Je choisis le cycle de facturation que je veux exécuter. Il y a d'autres paramètres que vous pourrez voir ultérieurement. Je les laisse par défaut pour l'instant. Donc, mon nouveau cycle de facturation est prêt et je vais l'exécuter. Une fois que je l'ai exécuté, je vois que mon cycle est au statut rejeté. Pourquoi? Parce que on a identifié deux factures devant être vérifiées, une qui a été rejetée par la règle ici que l'on voit furtivement sur la droite, montant hors taxe inférieur à 15 000, et
une autre qui a été rejetée par la règle nouveau client. Vous avez remarqué que lorsque le statut du billing run est rejeté, on positionne automatiquement les filtres suspects et rejetés de manière à ce qu'on puisse vérifier visuellement, identifier très rapidement les factures à vérifier. Factures qui sont encore que des drafts. Alors, toutes les factures à cet état-là sont des drafts. C'est pour ça que j'ai enlevé les filtres. On peut voir que nous avons finalement 4 factures dans ce run de facturation, pour 4 clients différents. 2 sont à l'état brouillon, c'est-à-dire qu'on n'a pas identifié le problème avec. Si on poursuit le traitement, elles vont être validées immédiatement. Et émises. Ensuite, nous avons 2 factures que nous voulons vérifier. Donc, la première facture qui est celle de notre nouveau client. Donc, en tant que responsable de la facturation, je vais aller vérifier si mon client est bien facturé. Pour cela, je vérifie donc, le détail de la facture. Je constate qu'il n'y a rien de particulier et que ce nouveau client a été facturé correctement. Et donc, je vais forcer la validation puisque je n'ai rien détecté d'anormal. Je retourne maintenant sur mon run de facturation pour traiter la facture suivante. On voit donc qu'il a repositionné les filtres rejetés et suspects. Il me reste donc cette facture à vérifier. Je constate effectivement donc que le montant de la facture est de 24 000 €, qui est supérieur au montant de test que j'avais mis dans ma règle de validation. 4 000 TTC. Alors, 24 000 TTC, moi je teste le montant hors taxe qui est à 20 000 et qui doit être normalement inférieur à 15 000. Donc, je fais mes recherches, je vais voir ce qui s'est passé et je constate qu'il y a eu un problème dans la facturation. Donc, plutôt que d'émettre une facture erronée et de faire un avoir plus tard, nous décidons de modifier la facture avant son émission. Pour cela, je vais sur la ligne de facture. Je modifie ici, c'est la quantité, quantité de 1000, qui était ce qui devait être facturé normalement. J'enregistre. Oui, et je reviens en arrière, pardon. Et là, si j'exécute l'opération validée, les règles de validation de la facture vont être réévaluées. Et ici, comme j'ai modifié mon montant, la facture devrait être validée automatiquement. Pour le cas précédent, j'ai pas fait de modification de la facture, donc la règle aurait toujours été invalide. C'est pour ça que j'ai utilisé la validation forcée. La facture est validée, je retourne en arrière. Mon run de facturation est toujours bloqué. Par contre, je constate que je n'ai plus de facture à contrôler. Si on enlève les filtres, on va voir que nos 4 factures sont soit à l'état validé, puisque je les ai validées manuellement, soit toujours à l'état brouillon, qui sont celles que je n'ai pas eu à valider manuellement. Si je continue avec le traitement du run de facturation, mon run peut donc se dérouler normalement et je me retrouve donc avec un run validé et mes 4 factures qui sont validées également. Alors, je vous ai montré un cas simple, on peut mettre des règles plus complexes. Ce que j'aurais pu vous montrer aussi, c'est la mise en quarantaine, puisque une facture, quand elle est rejetée, plutôt que d'attendre de traiter toutes les factures en erreur pour continuer le run de facturation, si on a 10 factures qui sont en erreur et 10 000 factures à produire, on peut décider de mettre ces 4 factures dans un run dit de quarantaine pour être traitées après et de continuer le run initial pour produire les 10 000 factures qui sont valides et pour lesquelles on n'a pas de contrôle manuel à effectuer. Voilà. Merci Stéphane. Je t'en prie, Emmanuel. Alors, hop, on reprend le déroulé de la présentation. Le prochain use case, c'est sur la gestion du risque financier. Donc là, je laisse la parole à Sophia. Oui, alors donc pour cette partie, donc comme on a dit, le but c'est de gérer donc le risque client, donc risque d'impayé.
Donc, il y a deux processus mis en place donc, dans cette version. Donc, soit on procède à un appel d'acompte dans certains cas, ou dans d'autres, on aura besoin donc, de demander plutôt un dépôt de garantie. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les exemples suivants. Donc, sur ce schéma-là, on voit un peu le process, c'est que je commence, donc un opérateur sales donc, va recevoir donc, une commande, va devoir valider donc, une commande avec son client. Juste avant la validation, donc il s'assure d'abord de recevoir soit l'acompte ou bien le dépôt de garantie. Une fois celui-ci reçu, donc une fois le paiement reçu, qu'il apparaît dans sa balance, donc bien évidemment, il sera mis à jour, eh bien, on retourne sur l'order pour le commander, enfin, pour le valider plutôt, et pour que la souscription s'active. Et ensuite, on verra donc dans la démo le process, on va dire le life cycle de chacun des cas qu'on va présenter. Donc, je partage tout de suite avec vous l'environnement. Voilà. Donc, on commence par la première étape où je suis sales. Donc, j'ai négocié donc, avec mon client donc, le contrat, on a fait un devis et là, on arrive au moment de la validation donc, de la commande. Pour ce premier cas, donc, on parle d'une offre avec un service d'usage, facturé à l'usage. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. On va retrouver ces informations-là dans l'order, qui est toujours à l'état draft parce que on est encore en négociation. Donc, là, j'ai toutes les infos donc de l'offre souscrite, le type et le produit. Donc, avant de valider l'offre, donc pour ce cas-là, j'ai besoin donc de faire un appel d'acompte. Donc, j'ai besoin que le client verse une partie du montant final. Donc, un montant qu'on aura convenu ensemble. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on passe à la deuxième étape, c'est donc l'appel d'acompte. Donc, il suffit d'aller donc dans l'onglet Invoices pour créer. Tu peux parler en français aussi sur le. Bon. Comme tu préfères. D'accord. Donc, on reste du coup en anglais et donc je voulais vous montrer donc la partie création donc de ce document, on va dire, ou bien finalement donc ça peut être carrément donc une facture où en fait on va fixer donc ce prix de la compte. Par exemple, donc je prends celle-ci. Je prends celle-là. Donc en fait, j'ai bien un document, enfin donc une invoice type qui est Call for Advance Payment. Et donc là, il est toujours à l'état draft. Du coup, donc dans celui-ci, donc j'ai décidé, donc par exemple sur un service, on va dire que j'ai envie de me prévenir d'un risque d'impayé sur une facture, par exemple, comme Emmanuel a dit en introduction, qui va faire l'objet d'une facturation le premier mois, ça peut aller jusqu'à 10 000 € hors taxe, 12 000 € TTC. Je décide donc de faire un acompte d'un minimum de 5 000 €. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Là, donc, petite précision, donc, c'est comme quand on crée donc, des factures standards. Donc, j'ai besoin de préciser que ici, l'article est bien un article de type Advance Payment pour que le process fonctionne bien. Ici, donc, je valide. Voilà, j'ai toutes les informations qu'il faut et je peux valider. Donc là, j'ai fait mon appel d'acompte. Maintenant, on va dire que dans le process, dans le schéma qu'on a vu, il y aura une étape où je vais être notifiée donc, par les services financiers que j'ai bien reçu le paiement de ce client. Donc, et c'était la condition pour valider l'order. Donc, je reviens sur l'order pour pouvoir le valider définitivement avant d'entamer la souscription. Donc, je prends celui-ci
et je le valide. Il suffit donc juste de valider et on retourne sur la partie donc invoice. Maintenant, donc, le service a bien débuté et on arrive à la fin du mois, par exemple, où la facture finale doit être émise, sachant qu'il y a bien eu un appel d'acompte au tout début. Donc, la facture finale, comme j'ai pris l'exemple du montant hors taxe qui serait à 10 000 €. Donc, je la crée rapidement donc, ici. Donc là, c'est un article standard, en fait, enfin plutôt, là, c'était de l'usage, mais je peux prendre donc l'exemple de 10 000 €. Et je reviens pour valider. Et là, on voit bien que, donc, pour ce client-là, qui avait déjà donc payé un acompte de 5 000 €, on voit bien que la ligne, elle s'est rajoutée donc sur cette facture pour que ce soit pris en compte. Donc, c'est pris en compte dans le calcul du restant dû donc, sur ce client-là. Donc, on voit bien que ça a été pris en compte. On voit bien qu'ici, par exemple, le remaining est de 7 000 € suite à cet acompte-là qui a déjà été effectué. Donc là, il suffit donc de valider la facture et attendre du coup le paiement de ce restant dû. Donc ça, c'est une première façon de se prémunir d'un risque d'impayé. Donc, c'est de passer par un appel d'acompte et que ce soit pris en compte dans les factures. Maintenant, on va passer au deuxième exemple qui est, donc là, on va passer à un autre type d'offre. Où là, on va prendre l'exemple de, j'ai un client donc, qui souhaite s'abonner donc, à une offre Internet. Donc là, on est sur du récurrent. Enfin, donc, je prends cet order-là. Donc, c'est ce que j'ai nommé ici, donc, Order for Recurring Service Security Deposit Needed. Donc, là, on est sur du service récurrent, donc c'est de l'abonnement. Et dans cette offre, il y a, enfin, le client peut disposer donc d'une box, donc d'un matériel, et dans le contrat, on stipule que, donc déjà pour qu'il bénéficie de cette box-là, à l'avance, il doit payer un dépôt de garantie pour que je puisse lui donner cette box-là. Ensuite, le service commence, donc il y a, enfin voilà, la souscription suit son cours, et à la fin, je demande donc d'avoir ce dépôt de garantie, enfin, je rembourse ce dépôt de garantie à condition que le client m'a rendu la box. Donc, je valide comme pour tout à l'heure. Donc, avant de valider, pardon, j'ai besoin donc de créer le document pour facturer en fait donc ce dépôt de garantie. Alors, donc en fait, pour créer donc initialement donc un dépôt de garantie, alors je peux passer par un type de facture qu'on a nommé donc Security Deposit. Donc dans cet onglet toujours Invoices, donc j'ai au préalable créé une facture d'un montant de 100 € que j'ai laissé à l'état draft. Ici donc une simple remarque sur le type d'article. Donc là, j'utilise un type d'article bien spécifique qui est le Security Deposit, qui a donc une taxe nulle et donc un montant de 100 €. Je valide tout de suite donc ce dépôt de garantie. On va voir une petite particularité ici, c'est qu'on peut suivre le cours de vie du Security Deposit donc sur une balance à part, ici. Donc, celui que je viens de créer, donc c'est la dernière ligne qui s'est rajoutée ici. Donc, on a une vue un peu de tous les dépôts de garantie sur ce client-là. Le dernier créé, donc on voit bien que le montant est de 100 €. On a bien le lien vers la facture et
Voilà. Donc, on va tout de suite aller procéder. Donc, maintenant, donc, on a reçu le paiement de ce client-là. Donc, c'était un paiement de 100 € qu'il a effectué. Maintenant, moi, je vais passer par le matching manuel de la facture du dépôt de garantie avec l'opération de paiement. Je ne sais pas si l'écran est à jour. C'est sur c'est plus à jour sur l'écran. Vous expliquer, en fait, on a un certain lag entre sur l'écran de projection de la salle. Par rapport à ça. Voilà, donc j'arrive sur cet écran-là, je suis donc responsable financier, donc j'ai reçu donc la notification du paiement et je peux donc matcher ce paiement-là avec la facture du dépôt de garantie. Donc, je sélectionne la facture et son paiement correspondant pour les matcher ensemble. Et on revient tout de suite donc sur le client pour voir les changements donc sur la balance Security Deposit, toujours, où on verra que le statut a bien changé, donc c'est toujours la dernière ligne, donc le statut passe à Locked, et ici, on a donc une vision aussi sur les transactions qu'il y a eu. Donc ici, on comprend que voilà, il y a eu un paiement de 100 € par carte de ce même client. Ici, donc, j'ai bien reçu le dépôt de garantie. Comme tout à l'heure, je peux valider l'order avec ce client pour commencer la souscription. Donc, maintenant, on est, la souscription est entamée et comme tout à l'heure, on arrive un peu à la fin du service. Et là, donc, donc on a plusieurs choix qui peuvent se présenter. Donc, si le client donc rend le matériel comme prévu dans le contrat, je peux soit donc rembourser la totalité du dépôt de garantie. Donc, c'est ce que je veux présenter ici par cet écran-là. Donc, dans cet écran-là, on a un certain nombre d'actions qu'on peut faire, dont le remboursement. Ici, je décide donc de rembourser la totalité parce qu'on est arrivé à la fin du service ou de la souscription. Ça, c'est une première façon, on va dire un premier sous-cas. C'est tout s'est bien passé, le matériel est rendu, je décide de rembourser. On voit ici que j'ai automatiquement une facture qui est liée à ce remboursement qui est créée, donc une facture de type adjustment. On voit ici que cette ligne-là, cette opération a généré donc une autre ligne pour un peu solder donc l'argent disponible sur ce Security Deposit. Et comme toujours, donc la balance est bien impactée. Maintenant, le dernier sous-cas qui est également possible. Donc voilà, juste avant, donc on voit bien que là, on a un Security Deposit qui est à l'état refunded, remboursé. Le current balance, donc l'argent disponible qui apparaît dans cette colonne, est bien passé à 0. Voilà, donc le dernier cas, c'est je peux utiliser, par exemple, une partie ou la totalité d'un dépôt de garantie pour payer une autre facture de ce même client. Voilà, parce que donc soit la box est endommagée, donc je décide de ne pas rembourser la totalité, et donc là, je décide soit de retenir la totalité du dépôt de garantie, ou bien retenir une partie et rembourser l'autre. Donc pour cela, là, j'ai un dépôt de garantie qui est bloqué sur la balance du client. Je sais qu'il a une facture qui est ouverte et qui est qui peut être soit en attente de paiement, soit elle est aussi en retard de paiement. Et donc, je peux utiliser cet argent qui est disponible. Donc, je vais utiliser, donc, par exemple, cette facture-là.
Donc, elle a un montant de 1 200 €. Donc, je choisis de la payer avec cet argent disponible de dépôt de garantie. Donc, il suffit de cliquer sur Pay with Security Deposit, choisir le dépôt de garantie. Ici, on aura par défaut les dépôts de garantie qui sont bloqués. Et je décide donc de payer la totalité de la facture. Ça, c'est une possibilité de faire. Et la dernière possibilité, c'est donc j'ai utilisé une partie et je décide de rembourser l'autre. Donc là, il passe à Unlocked et je sais que j'ai utilisé la totalité parce que sur le Current Balance, je suis à 0. Et le dernier cas, c'est celui-là a déjà été utilisé pour payer une facture, mais j'ai encore de l'argent qui reste. Et là, je peux le rembourser. Et c'est ce qu'on peut faire ici, toujours en passant par le même bouton Refund. Donc voilà, c'est un peu tous les cas qu'on peut avoir. Donc cette démo montre un peu comment on peut suivre la vie du dépôt de garantie. Et voilà. Et l'objet aussi, c'est de vous montrer qu'il y a deux façons de faire, donc soit appel d'acompte ou dépôt de garantie selon le cas, selon l'offre et le type de produit vendu au client. Merci Sophia. Et on va enchaîner sur le dernier use case que va nous présenter Stéphane. Oui, et le dernier use case qui est la facturation de clients étrangers en devises étrangères avec des taxes donc d'abord, la persona finance va définir les devises dans lesquelles l'entreprise OpenSoft souhaite pouvoir faire des transactions. C'est ce qu'on appelle les trading currencies chez nous. On peut définir aussi des taux de change et les différents mappings de taxes. Savoir quelles taxes vont être appliquées dans quel cas sur nos clients. Et particulièrement, on peut mettre des taxes particulières sur les clients étrangers. Ensuite, notre vendeur, lui, souscrit à une offre pour un client étranger. Ce client est ensuite facturé. On pourra vérifier sur ces factures qu'il est bien facturé dans cette devise et avec ses bons taux de taxes. Voilà, donc pour l'utilisateur, pour le vendeur, finalement, ça va être totalement transparent pour lui. Oui. Il n'a rien à paramétrer. Donc lui, quand il fera un devis ou qu'il fera une commande pour le client aura sa propre devise et ce sera automatiquement appliqué par le système. C'est ça. Il n'aura pas d'action supplémentaire à faire. Non, alors si c'est lui qui saisit le client, il faudra effectivement qu'il lui mette la bonne devise le bon pays. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de paramétrage particulier. Si ce n'est le paramétrage initial. Oui, qui n'est pas fait par le vendeur. Voilà. Donc, voilà, pour vous présenter, je fais petit mot. Donc là, le scénario qu'on va vous présenter, ça va être beaucoup de configuration. Donc, c'est des nouveaux écrans. Donc, qui dit automatisation dit, en amont, il y a eu un certain travail de paramétrage. Donc, qui vont être des paramétrages métiers. Donc, dans quelle devise étrangère je veux vendre, les taux de change, potentiellement intégrables avec des systèmes extérieurs, les systèmes de taxes potentiellement intégrables avec des systèmes extérieurs. Effectivement, et comment c'est visible et comment ça s'applique pour le vendeur. Je te laisse la main. Oui, effectivement. Alors, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut déjà définir dans OpenCell les différentes devises de transactions qu'on veut pouvoir utiliser. Pour cela, il faut aller dans l'application paramètres généraux, paramètres d'application, gestion des devises. Ici, on peut constater qu'on a défini la devise fonctionnelle comme étant l'euro. La devise fonctionnelle, c'est la devise de comptabilité de l'entreprise. C'est ici la devise d'OpenSoft. Peut-être dire un mot très important, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, si c'est vendu dans une autre devise, j'allais dire en USD, en dollars, et dans la compta générale de l'entreprise, et compta auxiliaire, ce sera pas bien en euros. Oui, ça c'est important.
J'ai déjà paramétré 2 devises, donc on a le dollar américain et la livre sterling britannique. Ce qui veut dire qu'on peut facturer dans 3 devises dans OpenSoft, pour l'entreprise OpenSoft. Dans plus de 3 devises, actuellement. Effectivement. Alors actuellement, on peut facturer soit en euros, parce que c'est la devise, on va dire, native d'OpenSoft, soit en dollars ou en livres. Et on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc, on a un petit bouton ici pour pouvoir rajouter des devises par rapport à... Parmi toutes les devises qui sont disponibles dans OpenSoft, qui sont la liste des devises connues en tout cas. Donc, on pourrait rajouter n'importe quelle devise. On peut définir sur chaque devise des taux de change. Par exemple, dans mon use case, j'utilise la livre sterling. J'ai paramétré un taux de change à 1 pour la date actuelle et j'ai prévu que le taux de change évoluera vers 0,9 à partir du 30 janvier. On historise comme ça les taux de change, sachant que la date utilisée pour déterminer le taux de change est la date de la facture. Donc, j'ai défini mes devises de transaction. Maintenant, on a parlé des taxes. Donc, il faut aller paramétrer les taxes. Les taxes, de la même façon, elles se paramètrent dans l'application paramètres généraux, dans la partie finance, taxes. Ici, on voit qu'on a un certain nombre de taxes prédéfinies. Moi, pour mon cas d'usage, j'ai décidé de définir une taxe UK, qui finalement est une taxe composite. Usage fictif. Ah oui, c'est une taxe totalement fictive. Je ne suis pas allé voir des vraies taxes en Angleterre, mais ça peut être imaginé pour autre chose. Ici, j'ai décidé que cette taxe UK était composée de 3 autres taxes, une taxe nationale, une écotaxe et une taxe locale. Là, on peut en rajouter autant qu'on veut, effectivement, par cette boîte de sélection. Ici, on constate que donc, la taxe éco, ici, elle est à 2%, la taxe locale à 5% et la taxe nationale à 10%. Et ici, pour mémoire, on a donc le total des taxes de ces différentes taxes pour le taux de taxe UK. Mais on verra sur la facture qu'on aura bien le détail de taxes. Dans mon intervention précédente, donc sur les validations de factures, j'ai généré des factures pour mes clients. Parmi ces clients, j'avais un de mes clients qui était donc sur une devise étrangère. Là, tu es plutôt le vendeur. Tu redeviens le rôle du vendeur. Je redeviens le vendeur. Alors, je passe la partie commande et la partie génération de la facture, puisque j'ai déjà préparé ma facture, j'ai déjà fait mes souscriptions. Donc là, je vais juste vous montrer le résultat sur la facture. Ici, c'était donc, je prends le dernier cycle de facturation que nous avons effectué ensemble. C'était le client Arthur's Emporium, qui est localisé en Angleterre. Et on voit déjà d'entrée de jeu, quand on affiche la facture, que c'est une facture en livres sterling. Une facture n'est que dans une seule devise. C'est juste un petit rappel, mais toujours intéressant de le savoir. Une facture est dans une seule devise, effectivement. Donc cette facture, on voit aussi donc les différents montants. On rappelle le symbole de la devise, évidemment. Et quand on regarde le détail de taxes, on voit finalement que même si c'est le même produit que j'ai sur tous mes clients, et pour cette facture pour le client britannique, on voit que j'ai 3 lignes sur le détail de taxes qui correspondent à la décomposition de ma taxe composite. Ici, alors, c'est une ligne de facture et on a 3 taxes. On peut avoir le détail de chaque ligne en passant le curseur dessus. Donc, on voit la décomposition dans les différentes taxes. Il ne me reste plus qu'à vous montrer le PDF qui est produit par pour ce client, pour cette facture. Voilà, donc on retrouve ça, c'est le nouveau template de facture qu'on est en train de préparer. On n'est pas encore allé au bout.
Et c'est celui dont vous parlez, Emmanuel, tout à l'heure, qui pourra servir d'accélérateur un petit peu pour l'implémentation des projets et pour vos démos. On retrouve ici le bloc de taxes avec les différentes taxes. On retrouve la devise. Donc, on a bien une facture dans la devise du client. Voilà. Voilà, c'est vraiment transparent pour l'utilisateur final, qui va être le vendeur. Voilà. Si peut-être tu peux nous remontrer où est la devise pour un client. Ah oui, la devise du client. Alors, la devise du client, il faut donc aller sur l'application Customer Care, sur une fiche client. Donc, notre client numéro 4 ici, sur sa fiche client, dans l'onglet facturation. Donc, on a son pays, sa langue, et on a surtout, ce qui nous intéresse là, c'est la devise. Oui, dans certains pays, il y a potentiellement plusieurs devises acceptées aussi. Donc, il faut absolument que le client, on sache, et la devise, entre guillemets, est indépendante du pays, mais tout le calcul de facturation que vous venez de voir va être basé, en tout cas, sur la partie devise, sur la devise déclarée du client. Donc ça, c'est les devises de facturation. Donc ça, c'est un point quand même les deux informations, elles sont importantes parce que la devise du client, ça nous permet de déterminer la devise dans laquelle le client va être facturé, et donc les taux de change associés, etc. Et le pays pour la taxe. Le pays, c'est lui qui va nous permettre de déterminer la taxe. Voilà. Donc c'était pour vous remontrer un petit peu la boucle complète. Donc l'utilisateur final, c'est-à-dire le vendeur, lui, va devoir renseigner effectivement l'information du client. Après, tout ce qui va être facturation va être complètement transparent pour lui, puisque ça va être entièrement géré par OpenSea. Merci Stéphane. Donc là, nous arrivons finalement à la fin de cette période de démonstration. On va prendre les différentes questions. Alors, n'hésitez pas à les mettre dans le fil. Moi, je vais les reprendre et vous les donner oralement. 4 questions. Voilà. Donc, le premier, ce sera pour Stéphane. Donc, la question, c'est si on rajoute un script de validation de facture, donc ça, c'était le premier use case, est-ce que les paramètres montants sont disponibles automatiquement dans l'interface? Eh bien oui, parce que ces paramètres sont c'est une évolution qu'on a fait sur les scripts OpenCell. Maintenant, on peut déclarer des paramètres qui sont nommés et avec des listes de valeurs possibles, etc. Donc, ce qu'on a vu là dans les écrans, c'est géré totalement dynamiquement. On charge le script, on charge en même temps la liste des paramètres et les valeurs acceptées. De la même façon, sur le côté droit de l'écran, ce que vous avez vu, c'est une description. On peut aussi, sur les scripts, rajouter une description multilangue pour guider l'utilisateur et expliquer le fonctionnement du script. Ça, c'est des nouveautés qu'on a rajoutées dans le moteur de OpenCell, sur les scripts, et qu'on exploite sur ces IHM. Voilà, donc une très bonne raison d'utiliser la version 14. Donc, ça, c'était la première question. Deuxième question. La création de l'acompte peut-elle être toujours automatisée via un plan de facturation? Oui. Alors, c'était une fonctionnalité qui existait déjà. Effectivement, quand on fait un plan de facturation associé à une commande, on peut faire des appels d'acompte par étape. Par exemple, facturer 50% à la commande, puis 20% à la livraison, à la recette. On peut imaginer les différentes étapes d'un projet, quel qu'il soit. Et c'est toujours possible. Et ça a été mis à jour pour utiliser les mêmes acomptes que ceux qu'on vous a présentés là. Ce qu'on vous a présenté, c'est les acomptes manuels, mais on a toujours cette mécanique d'acompte automatique liée à un plan de facturation. Alors, la question suivante. La création du dépôt de garantie peut-elle être automatisée via une configuration du catalogue? Alors, aujourd'hui, dans ce sens, c'est pas automatisé donc à partir du catalogue, mais par contre, on peut toujours associer un dépôt de garantie à un produit dans une souscription. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais donc, après, ça reste quand même intéressant du coup de rajouter aussi l'autre sens à partir du voilà, ça va être des choses qu'on va sûrement mettre en place. C'est déjà dans le backlog, on a déjà les US pour.
sera traité quand. Ça sera traité un petit peu plus. En fonction de ce qu'on mettra dans notre roadmap. C'est ça, exactement. Donc là, on a vraiment voilà, alors, juste pour le redire, hein, le dépôt de garantie, c'était un fonctionnement qui existait avant la 14, du moins avant la 14, donc pour tous ceux qui ont pu connaître 13.1, 13.2, 13.3, mais quand je dis avant la 14, je parle des versions 13 et précédentes, qui étaient entièrement retravaillées. C'est vraiment toute cette logique de je le verrouille, je le libère partiellement, totalement, etc. C'est un fonctionnement totalement nouveau. On n'a pas montré qu'il y a aussi l'émission d'un document PDF. Et le dépôt et l'avance, le paiement d'avance aussi. Par rapport au paiement d'avance, puisque voilà. Techniquement, c'est des objets factures dans OpenCell, donc on a toutes les possibilités des factures, notamment l'édition d'un PDF ou d'un XML. Voilà. Donc s'il faut émettre un document à un client pour lui dire on a bien reçu, on vous demande un paiement d'avance contre ce document veuillez payer, c'est effectivement possible en OpenCell. On ne l'a pas montré aujourd'hui, et aussi bien pour le paiement d'avance que pour le dépôt de garantie, on peut générer des documents. Alors, les questions suivantes. Donc là, on passe sur la dernière partie. Alors, première question, peut-on configurer un taux de change entre les devises? Non, les taux de change sont toujours par rapport à la devise fonctionnelle de l'entreprise. On ne va pas faire du change entre deux devises de transaction, puisque c'est toujours par rapport à la devise utilisée pour la comptabilité de l'entreprise. Ça, c'était la première question. Deuxième question. Quelle est la date utilisée pour le taux de change au moment de la valorisation, pour la cotation par exemple? Il n'y a pas de dates qui sont utilisées, ça va vraiment dépendre de la configuration de votre taux de change que vous avez défini. Donc le taux de change, il est manuel à l'heure actuelle, vous pouvez mettre à jour le taux de change tous les jours. Si jamais vous créez par exemple un devis ou un order ou une facture hier et que ce matin le taux de change a été modifié, il y a une alerte qui est envoyée directement sur l'IHM, une pop-up qui vous dit attention, il y a une modification qui est effectuée sur le taux de change basée sur la currency que vous souhaitez utiliser là, enfin dans le cas concret, et donc vous êtes informé si vous souhaitez mettre à jour le taux de change avec le nouveau taux ou bien garder le taux initial qui a été utilisé. Parce qu'il faut bien garder en tête aussi que là actuellement, le multidevise, c'est le multidevise de facturation. Donc, on l'a qu'au niveau de la facturation. Par exemple, il n'y a pas de change au niveau de la valorisation. Toute la valorisation, les prix catalogues, à l'heure actuelle, on a des évolutions pour faire changer ça aussi. Sur la prochaine version, sont en devise fonctionnelle. On met les prix catalogues en devise fonctionnelle. La conversion n'intervient qu'au moment de la facturation. Voilà. Donc, et à ce moment-là, c'est la date de facture, donc l'invoice date, qui est utilisée pour déterminer le taux de change à appliquer. Ça aussi, c'était une question qui a été posée. On peut aussi changer manuellement le taux de change pour dire tel ou tel taux, ou le taux du jour, le taux de la date de facture. C'est du détail. Alors, je vais regrouper ça avec une autre question. C'est la dernière question l'avant-dernière, puisqu'on continue dans la devise. Concernant la devise client, est-ce que cela signifie qu'un client aura autant de comptes de billing account, de comptes de facturation, que de devises de paiement? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle client, parce que dans OpenCell, on a une hiérarchie à plusieurs niveaux. Mais pour être facturé dans une devise, il faut avoir un compte de facturation dans cette devise. Donc, on pourrait dire oui. On aura un client, le niveau le plus haut de la hiérarchie qui s'appelle Customer, qui sera unique, mais en dessous, on aura certainement, obligatoirement même, plusieurs comptes de facturation, un compte de facturation par devise. Il y a assez logique parce que dans un cas où vous traitez avec une entreprise, par exemple, Microsoft, on va dire, Microsoft qui va vous vendre aux États-Unis, au Mexique ou bien en Europe, ne va pas, vous n'allez pas le facturer, du moins si vous êtes le fournisseur de Microsoft, vous n'allez pas le facturer uniquement en USD, vous allez être amené à le facturer dans les devises locales. Et qui dit facturation dans une devise dit aussi un paiement dans la même devise. Et si c'est pas dans la même devise, il y a un risque de conversion. Donc oui, c'est plus simple de rester effectivement dans la même devise. Après, j'avais des questions sur le cas du débatching d'un deposit utilisé comme moyen de paiement d'une facture. Alors donc si je comprends bien, c'est
une fois que j'ai utilisé donc un security deposit avec une facture, est-ce que je peux dématcher? Alors, oui, mais on n'a pas géré le cas, enfin, on n'a pas géré le cas de qu'est-ce qui se passe après, c'est-à-dire une fois dématché. C'est-à-dire, le montant de théorie, le montant devrait revenir disponible sur le security deposit. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas, ça ne fonctionne pas comme ça, mais voilà, faut peut-être avoir le cas d'usage complet pour voir dans quel cas on rendrait ça possible. Que l'argent revienne disponible sur le security deposit. Faudrait voir donc quel cas d'usage on aurait. Alors, je vois, j'ai une question. Alors là, un peu compliquée. Open. Attends, je crois que tu as un peu une question de Isabelle. Oui, je ne la retrouve plus. Comment est l'affichage de la balance client et AG en multi-devise? Alors ça, moi, je peux peut-être répondre. En fait, alors, la balance AG, elle est en affichage, donc elle est en devise fonctionnelle. Par défaut, donc, on a tous les montants qui sont en devises fonctionnelles. Maintenant, on a bien l'information de la devise de facturation. Quand elle est différente de la devise fonctionnelle, on a l'information de la devise et du montant en devise de facturation. Mais voilà, ça reste comme information, mais la ventilation, enfin, la répartition du coût de la créance n'est pas faite en devise de facturation, elle est faite en devise fonctionnelle par défaut. Question suivante. Donc voilà, je reprends ma question. Je vais peut-être finir sur la question de Romain concernant le dématching de security deposit. Que devient la partie utilisée pour payer la facture si je dématch? C'est ce que je disais, c'est-à-dire le cas n'est pas vraiment géré, donc on ne peut pas parler de. Voilà. Donc ça, ce sera un cas. Voilà. Après, avec l'écran de machine manuelle que tu as présenté, que tu as utilisé tout à l'heure, on peut gérer tous les cas manuellement. C'est-à-dire que si on a besoin de faire un lettrage avec une autre opération de compte pour compenser ce qu'elle a fait, on peut retomber sur nos pieds manuellement, mais il n'y a pas d'automatisme qui a été mis en place pour l'instant. Ça reste manuel. Alors, je vais faire un petit peu en tour anti-chronologique. Est-ce qu'il y a un effet rétroactif sur les anciennes factures du montant où la devise a été modifiée sur le profil client? La réponse est non. Et c'est totalement interdit. À partir du moment où une facture a été émise, elle n'a plus le droit d'être modifiée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu sur l'écran de la facture. La facture porte la devise. C'est-à-dire qu'au moment où on génère la facture, on lui associe définitivement une devise et un taux de change. On ne peut plus changer. Voilà. Donc là, on rentre vraiment dans le moment où une facture est émise, elle ne peut plus être modifiée, ni à la hausse, ni à la baisse, ni en devise. Donc c'est une obligation légale. Hein. Normalement, voilà, la facture, il y a la loi, c'est-à-dire presque internationale, hein, c'est aussi la CNIL, une facture peut être conservée 10 ans. Donc, la facture, à partir du moment où elle a été émise, elle ne doit plus bouger. Question, donc je vais revenir sur le système de taxes. OpenSelf sait-il gérer les systèmes de taxes type TDS en Inde? La taxe doit apparaître sur la facture, mais le client doit payer directement à l'État indien, ce qui fait que le montant TTC n'est pas le montant que nous devons percevoir. Là, on est dans un cas un peu, effectivement, assez différent. En standard, non. En standard, la TVA qui est calculée par OpenSelf, enfin, la taxe qui est calculée par OpenSelf, pas forcément la TVA, elle est due par le client à l'entreprise qui maîtrise de la facture. Ouais. C'est ça. Donc, on ne sait pas le gérer en standard. Par contre, on peut y arriver par paramétrage. Il n'y a pas de souci avec les paramétrages avancés, on saurait le faire. On saurait le faire, surtout que là, on parle de paiement, donc c'est plutôt au niveau du montant à payer, c'est-à-dire du système de paiement qu'on pourrait lui dire au niveau de l'intégration de prendre un montant plutôt qu'un autre. Pour l'instant, on gère que la TVA. La TVA qu'on collecte, collectée dans les systèmes, entre guillemets, un petit peu plus traditionnels.
Et d'ailleurs, on voit bien que l'Inde, c'est l'État qui récupère directement sa taxe. En Europe, pour faire un petit parallèle, la facturation électronique qui arrive, c'est l'inverse. C'est dès que j'émets une facture, je déclare que je vais encaisser une taxe. Ensuite, je dois déclarer que j'ai bien été payé et donc que la TVA est due. Donc on demande aux entreprises de faire le contrôle. Alors que là, l'exemple qu'on nous donne pour l'Inde, c'est l'État demande directement le paiement de sa taxe comme étant un créditeur finalement au même titre que l'entreprise. C'est encore un autre système. Voilà. Donc, bon, je vois encore qu'il y a des discussions entre des personnes d'une même entreprise. Moi, je vous invite à vous rapprocher, pour les personnes concernées, de Sophia, parce que c'est aussi des choses qu'on travaille avec vous, puisque beaucoup effectivement d'évolutions autour de Security Deposit et la refonte totale de la Security Deposit, on travaille avec vous régulièrement. Donc, toutes ces logiques-là un peu particulières, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Est-ce qu'il y a encore différentes questions qu'on n'aurait pas posées ou qui n'auraient pas été répondues? N'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes. On avait prévu 1h30. Non, nous allons clore là la séance. Attends les dernières questions. Non, pas de nouvelles questions. Encore quelques instants. Bon, alors de toute façon, voilà. Contenu des prochaines versions. Et côté catalogue, oui, de toute façon, il y a plein de nouveautés. Vous trouverez dans la. On va avoir le catalogue multi-devises dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est dans les. Alors, il y a deux choses. Oui, déjà, vous avez dans la documentation en ligne, vous avez la release note. Vous verrez, il y a l'exhaustivité des évolutions qui ont été livrées dans cette version. Et les prochaines versions, effectivement, j'en parlais un petit peu rapidement. Tout à l'heure, on va retrouver effectivement le catalogue en multi-devise qui permettra effectivement de facturer, du moins de définir le prix de l'offre dans une devise et donc de ne pas avoir d'effet de conversion, sauf au niveau effectivement comptabilité à la fin, puisqu'on veut toujours revenir à la devise fonctionnelle. On va avoir effectivement l'apparition d'un nouveau template de facture, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Voilà, on a un certain nombre d'évolutions en cours, effectivement. Alors là, j'en ai pas parlé puisqu'on est vraiment sur un webinar lié à la version qu'on vient de sortir. Et il y a pas mal de choses qui sont en cours de développement sur une version qui est déjà scopée, c'est le cas de le dire, en très grande masse. Donc, écoutez, n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs habituels pour avoir des informations là-dessus. Il y a eu la question de quelqu'un qui est parti en cours de route. L'enregistrement sera mis à disposition. Donc, il y aura une communication qui sera faite avec l'enregistrement qui sera mis à disposition à tous les participants. Et voilà. Donc, en tout cas, merci à vous de votre présence aussi nombreux. On est très content de voir que cette version 14 présente beaucoup d'intérêt pour vous. Il y a vraiment eu un énorme travail qui a été fourni. Vous avez vu au niveau de documentation, beaucoup de corrections, beaucoup d'évolutions, énormément de choses de la part d'une équipe assez nombreuse, quand même pas très nombreux pour vous délivrer ces fonctionnalités. Et écoutez, on vous remercie de votre présence et on dit à bientôt. Merci, bonne journée. Merci, à bientôt. À bientôt.